À l'origine issu d'un viol, perpétré par une personne mystérieuse qui ne fut jamais retrouvée, Jason est né fils de Pamela Voorhees le 13 juin 1946. Atteint d'hydrocéphalie, sa vie ne deviendra cependant un cauchemar qu'en 1957, lorsque Jason se noya. La suite, vous la connaissez. Sa mère, n'acceptant pas la mort de son fils, rejeta la faute sur les moniteurs et maudira quiconque oserait réouvrir ce camp de malheur. Elle sera décapitée sans savoir qu'en vérité son fils avait survécu. Jason deviendra alors le tueur de la saga Vendredi 13. Doté d'un body count impressionnant, il protégera son camp et vengera sa mère en s'attaquant aux personnes s'approchant de trop près de ce qui était désormais devenu son territoire. Comme dans tous les films d'horreur, beaucoup de personnes se sont succédées pour l'affronter. Beaucoup ont péri, mais quelques chanceux eurent la chance de lui échapper, voire de le vaincre. Comme vous le savez, l'horreur est considérée par beaucoup comme un genre féministe. Ce sont les Final Girls, des femmes qui s'en sortent. Laurie Strode dans Halloween, Sidney Prescott dans Scream, Ellen Ripley dans Alien, ou Sally Hardesty pour Massacre à la tronçonneuse. Enfin, ça, c'était jusqu'à cette bouse récente. Bref, vous m'avez compris. Pourtant, le plus grand ennemi de Jason Voorhees, à la surprise générale, est bel et bien un homme. Une exception. Cet homme, c'est Tommy Jarvis. Tu te rappelles? C'est ça, allez, viens la pourriture. Allez, par là. Tommy! Éloigne-toi, vite! Hé! Ordure! Rappelle-toi, c'est moi que tu cherches. Alors! Tu te dégonfles à ta merde. Allez, mine-toi là, juste attends. Pour vous raconter son histoire, je vais évidemment revenir rapidement sur les films, mais même pour ceux qui les ont vus, ou sont déjà fans de la saga, vous allez tout de même apprendre des choses sur son personnage, car je vais compléter ce qui s'est passé entre les différents films, avec pour héros Tommy Jarvis. Aujourd'hui, grâce aux informations des cassettes du jeu vidéo et des comics, vous allez connaître l'entièreté de son parcours, et le complot et les passages sombres de sa vie que les films ne vous avaient jamais montré jusqu'à présent. Mais d'abord récapitulons. Sa première apparition enfant se fait dans Vendredi 13 chapitre final, le 4e opus de la saga où il est interprété par Corey Feldman, que vous connaissez entre autres pour les Goonies. Tommy nous est alors présenté un peu comme un nerd, un garçon à part. Il a un ordinateur, et il aime les monstres et se fabriquer des masques. On peut le voir à sa manière, comme un futur Tom Savini qui aimerait travailler dans le monde du cinéma en quelque sorte. En dehors de sa passion étrange et sa personnalité atypique, Tommy vit non loin de Crystal Lake, avec sa sœur Trish, et sa mère. Ils furent attaqués par Jason Voorhees. Sa mère n'eut pas la chance de survivre. Mais Tommy a réussi à un stratagème astucieux qui montrait déjà qu'il était plein de ressources et un des personnages les plus intelligents de la saga. Il s'est rasé le crâne pour que Jason se reconnaisse en lui et établir une connexion entre eux, ressemblant ainsi à Jason au moment de sa noyade, quand il était enfant. Cela réussit suffisamment à perturber Jason pour gagner du temps et réussir à l'abattre un peu plus tard. C'était la première fois que Jarvis se confrontait à Jason, mais sûrement pas la dernière. Dans une vidéo normale, se concentrant uniquement sur le cinéma, on devrait directement parler de Vendredi 13-5, puisque c'est le film où Jarvis apparaît de nouveau chronologiquement. Mais à ce moment-là, autant voir le film directement, d'ailleurs c'est peut-être déjà fait pour certains d'entre vous. Alors comme ici on fait pas les choses à moitié, et qu'on veut que ce soit utile pour un peu tout le monde, est-ce que vous connaissez les cassettes de Jarvis d'Adam Green? Adam Green, c'est un réalisateur de films d'horreur qui est à l'origine de la franchise Hatchet. C'est un grand fan de Vendredi 13 et il a accepté, pour le jeu vidéo Vendredi 13, d'écrire des cassettes trouvables dans le jeu, un peu partout sur la map, bouchant les trous entre les films et nous permettant de mieux découvrir le personnage et la vie de Tommy Jarvis. Hi, I'm Adam Green, creator of movies like the Hatchet franchise, Frozen, and Digging Up the Marrow. Over the past few months, I have had the distinct pleasure of getting to work with the creators of Friday the 13th, the video game. Now, if you're anything like me, one of your favorite characters in the series, besides Jason Voorhees, is Tommy Jarvis. And I've always wondered,
What happened to Tommy Jarvis? Like in between parts 4 and 5, or after part 6? Well, I got to answer those questions by writing a narrative that you get to experience through collectible tapes that can now be found in Friday the 13th, the video game. Après le massacre du 4e film, Tommy et sa sœur Trish, qui semblent être les seuls survivants, sont évidemment interrogés et entendus par la police. C'est alors que l'affaire Jarvis s'ouvre pour la première fois, et le début d'une longue session d'enregistrement. Les cassettes n'ont jamais été traduites en version française, donc je vais vous résumer leur contenu, ce qui n'a jamais été fait en France à ma connaissance. On y découvre 3 nouveaux personnages. Le détective Nicole Webb. Ce que vous devez retenir d'elle, c'est que c'est une policière de la région. Elle connaît bien Crystal Lake et la légende de Jason. Nous avons aussi le détective Alex Rigaud, beaucoup plus méfiant. Dès le premier entretien, il sent que quelque chose ne va pas avec Jarvis. Visiblement, l'affaire est montée dans les hautes sphères. Et il a été dépêché sur les lieux car il n'est pas du tout du coin de Crystal Lake ou familier avec tout ça. Il est au contraire ici pour s'assurer de ce qu'il s'est produit et que tout ça reste secret, essayer de contenir les choses et ses histoires. L'affaire semble être donc prise très au sérieux. Enfin, nous avons la psychologue pour enfants de Jarvis, Lorraine Marino. C'est elle qui annonce à Jarvis que sa mère n'a pas survécu à la nuit et a été assassinée. Ce qu'on peut en retenir, c'est que le détective Rigaud a peu d'affection pour le jeune garçon. Même s'il est épuisé et traumatisé, il a du mal à lui laisser du répit et l'assaille de questions sur ce qu'il s'est passé. Lorraine, elle, en tant que psy, essaie de convaincre Tommy qu'il n'est pas fou, qu'il peut lui faire confiance, s'ouvrir à elle, et la considérer non pas comme son docteur, mais son ami. Dans la deuxième cassette, on peut voir pour la première fois que le détective Rigaud appelle l'agresseur, l'homme, en défi du fait que Tommy Jarvis clame que c'est Jason. Il l'ignore et ne le croit pas une seule seconde. How are we doing, Tommy? He's still in shock. I want to see Trish now. We just have a few more questions about the man who did this. Jason. His name was Jason. Do you remember ever seeing the man near your home before tonight? Did the man ever threaten you or your family? Why do you keep calling him the man? It was Jason. Dans la cassette numéro 3, on apprend que le chien de Jarvis, Gordon, a survécu à sa chute à travers la fenêtre dans le film précédent. Hey, I have a visitor here who would very much like to see Tommy. Huh? Gordon! Oh, Gordon, you're okay. Thank God, Gordo, old boy. Mais il se passe aussi des choses beaucoup plus inquiétantes, quand Jarvis est interrogé sur le fait d'avoir tué un homme. Même s'il s'agissait de légitime défense, on lui demande s'il comprend que c'est mal de tuer, et on lui demande même s'il a déjà tué auparavant, quelque chose ou un animal, s'il a des tendances meurtrières. Jarvis répond qu'il ne croit pas. Ce à quoi le détective Alex Rigaud, qui est de plus en plus effrayé par le comportement de Jarvis, répond « Tu ne crois pas ?» Après l'entretien, car Jarvis a besoin de repos, le détective confie d'ailleurs à sa collègue Nicole Webb que ce gamin lui fiche la frousse. Elle lui demande si Jarvis a donné des informations utiles pour identifier ce John Doe. John Doe, c'est le nom qu'on donne à une personne dont l'identité reste à déterminer. Alex Rigaud répond que Jarvis n'a pas aidé, qu'il n'a fait que balancer des conneries sur les légendes de Jason Voorhees. Le problème, c'est que Nicole Webb, qui elle, vit près de Crystal Lake depuis longtemps, a bien vu tous les massacres qui ont été perpétrés dans les 3 premiers films, et elle est plus à même de croire que oui, Jason Voorhees existe peut-être bel et bien. Mais Alex Rigaud n'est pas de cet avis. Ça n'est pas son folklore, et pour lui c'est n'importe quoi, car Jason Voorhees est mort dans ce lac. Il faut que ça cesse. Ils ont une violente dispute à ce sujet, et l'explication que Rigaud avance pour justifier tous ces meurtres est que c'est une bande de copycats, de malades qui essaient d'imiter cette légende, et il semble avoir peur que Jarvis ne continue de la propager. Oh, that kid gives me the creeps. Did he say anything else that could help us figure out who our John Doe is at the morgue? Just more Jason Voorhees bullshit. That's why they sent me. Sir, Jason Voorhees is quite real to the good citizens of Crystal Lake community. We've been through a lot here over the last few years. Yeah, a lot of copycats, a lot of deranged psychopaths who want to see a sick ghost story come true. With all due respect, Detective Rigaud,
with all due respect, Detective Webb, Jason Voorhees drowned in that lake of yours back in 1957. It was his psychotic mother that started all this, and your good citizens who created this bogeyman bullshit. If your department can't identify whoever this deranged kid chopped up, then instruct the morgue to make up a name to give the public, and then cremate him. This Jason Voorhees shit ends now. Am I understood? But sir, if I may just... You may not. That's all for now, Detective. Le plus étrange, c'est que comme précisé, Rigo a été spécifiquement envoyé au sujet de Jason, comme si le nom de Jason Voorhees dérangeait les personnes pour qui il travaillait, comme s'il fallait faire disparaître tout ça et étouffer la vérité. Il conseille même de donner un nom au public, histoire de calmer les rumeurs. À part ça, la cassette numéro 4 se passe déjà 1 an après que Jarvis n'ait tué Jason. Il continue ses masques, il est toujours aussi geek, et il a notamment fait le visage d'Arwen, personnage du Seigneur des Anneaux. On découvre aussi que Jarvis en a marre de son traitement et qu'il a été impliqué dans de nombreuses bagarres. En fait, 11 bagarres précisément. C'est un peu le début de son escalade dans la violence, car je rappelle que dans le 5e film, en plus d'être profondément marqué par le fait d'avoir tué un homme, à cela s'est ajouté le fait qu'il se battait avec d'autres patients et que sous son apparence calme, se cachait en fait une certaine colère. No sense of humor? Can't you take a joke? Même si Jarvis en a marre de son traitement et voudrait retrouver une vie normale après tous ces événements, sa psy n'est pas de cet avis. Elle lui annonce qu'il va être transféré et admis à Westin Hills, dans la ville de Springwood, sous la surveillance du docteur Neil Gordon, avec d'autres cas d'adolescents traumatisés comme lui. Laissez-moi vous expliquer si vous n'êtes pas fan d'horreur ou familier avec cet univers. Vous ne comprenez peut-être pas ce que ça représente, ce que ça veut vraiment dire, et vous pensez peut-être que Jarvis est envoyé à un hôpital comme un autre. Mais Springwood est une ville qui ne vient pas de Vendredi 13, mais d'une autre saga d'horreur, la saga Nightmare on Elm Street. Il s'agit de la ville hantée par le célèbre et terrifiant démon des rêves. J'ai nommé Freddy Krueger. Freddy Krueger est donc un ancien tueur en série, meurtrier d'enfants qui, brûlés vifs par les parents, hante les rêves des jeunes de Springwood pour les tuer dans leur sommeil. L'hôpital de Westin Hills, où est envoyé Tommy Jarvis, est en fait l'hôpital du 3e film de la saga, A Nightmare on Elm Street, Dream Warriors. Dedans, des jeunes qui ont fait des tentatives de suicide ou sont perturbés, y sont envoyés. Mais la vérité, c'est qu'en fait, ils sont là car Freddy veut les avoir dans leur cauchemar, et c'est à cause de ces accidents qu'ils se sont retrouvés ici. Plusieurs ados furent tués au sein même de cet hôpital, et leur mort fut déguisée en suicide. Et le docteur Neil Gordon, qui est le docteur mentionné par Lorraine Marino et qui va surveiller Jarvis là-bas, avait réussi à vaincre Freddy en allant bénir ses ossements pour qu'il repose en paix après s'être battu contre son squelette. Hello, Tommy. Hi, Dr. Marino. Please have a seat. Thanks. So, what happened this time? I don't know. You don't know. Tommy, this is the 4th program you've been kicked out of. Sorry, Dr. Marino. What's with the Dr. Marino stuff? Please. Sorry, Lauren. First, you got kicked out of Weston for fighting. I've told you, the other kids there were crazier than I am. I couldn't even sleep there. Smith's Grove, patient expelled for fighting other patients. Glen Echo, patient expelled for attacking orderlies. New Orleans Psychiatric, patient claimed to hear a man crying for his father in the nearby swamp every night and threatened suicide if not transferred. Jesus, Tommy, how will you ever get better if you can't stay in treatment? Because I'm never going to get better. I've been institutionalized since I was fucking 12.
When does it end? When you finally let us help you, Tommy. That's when it ends. No one can help me. I still see him. Jason Voorhees. It used to just be the nightmares, but now it even happens when I'm awake. Comme on nous l'apprend, plusieurs années sont passées depuis la dernière cassette. Et Jarvis a enchaîné les problèmes et les combats. Il a été viré de tous les programmes dans lesquels il a été inscrit. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est le parcours que lui dresse le docteur Marino. Peut-être que vous n'avez pas reconnu les endroits qu'elle cite, mais ça en dit long sur les épreuves que Jarvis a traversées. Je vais tout vous expliquer. Déjà à Westin Hills, à Springwood, Jarvis s'est plaint de ne pas réussir à dormir, ce qui indique clairement qu'il a lui aussi eu le sommeil agité par des cauchemars, provoqués par l'homme brûlé au pull rayé dont je viens de vous parler. Il se pourrait bien qu'il lui ait rendu une petite visite. Il a été viré de Westin Hills pour une bagarre, puis Jarvis a été envoyé à Smith Grove. Et si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez probablement quel est cet endroit. C'est l'institut dans lequel Michael Myers, le tueur des films Halloween, le mal absolu, a grandi après avoir tué sa sœur à l'âge de 6 ans et avant de s'échapper. Bref, pas un endroit très rassurant non plus. Et il se trouve que Jarvis a été exclu pour s'être battu avec d'autres patients. J'espère juste pour lui que c'était pas avec Myers, mais si c'était le cas, il ne serait probablement plus en vie pour le raconter, pas vrai? Et comme ils savent très bien prendre soin de leurs patients qui ont été pourchassés par un tueur en série, Jarvis s'est retrouvé placé à Glen Echo, une petite bourgade en apparence tranquille. Le problème, c'est que c'est aussi dans cette ville qu'a élu domicile le tueur en série Leslie Vernon, tueur du film Derrière le masque. Si vous n'avez jamais vu ce film, c'est une sorte de C'est arrivé près de chez vous. Un film méta rempli d'humour noir sur un groupe de reporters qui décident de faire un reportage documentaire sur un tueur en série de films d'horreur qui leur explique son métier face caméra. S'il avait été viré de Smith Grove pour s'être battu avec d'autres patients, ici dans ce cas, il a été viré de Glen Echo pour s'en être pris aux aides-soignants. Tu peux pas savoir l'entraînement de folie que je m'impose. Un truc de fou. Pourquoi autant de sport? Bah, il faut être capable de courir à fond la caisse, sans être trop essoufflé. En plus, il faut aussi avoir l'air de marcher tranquillement alors qu'autour tout le monde s'enfuit à fond. Ah ouais, c'est vrai. Et ensuite, il faut les rattraper. Ouais. Je te jure, c'est du boulot. C'est dur. Allez, au travail. Après toutes ces aventures, le dernier programme dont Jarvis fut viré se trouvait en Nouvelle-Orléans, près des marécages. Jarvis prétendait entendre un homme, pleurant et réclamant son père, et il menaçait de se suicider si on ne le changeait pas vite d'endroit. L'homme qu'il entendait n'était autre que Victor Crowley, le principal antagoniste de la saga de films d'horreur Hatchet, qui, souffrant de malformations dues à une malédiction, était autrefois un enfant harcelé par les autres. Un jour, alors que sa maison avait pris feu à cause d'une bande de garnements, le père de Victor Crowley tenta de secourir son fils en défonçant la porte à coups de hache, ignorant que Victor était juste de l'autre côté. Il fut tué sur le coup, mais il hante encore les marécages à la recherche de son père, et on peut entendre ses plaintes la nuit. Si on devait décrire la vie de Tommy Jarvis, disons qu'être traîné d'institut en institut lui a fait faire un véritable road trip horrifique à travers les endroits les plus hantés et maudits des États-Unis. La deuxième chose que nous apprend cet enregistrement, c'est que Jarvis ne se contente plus de simplement faire des cauchemars, mais commence à voir Jason, même quand il est éveillé. Il a des hallucinations. C'est l'une des choses qui est introduite dans le 5e film, et donc naturellement, on commence petit à petit à se rapprocher des événements de celui-ci. La transition est en train de prendre fin. Malheureusement, le docteur Marino n'a plus le choix.
Plus d'endroit où envoyer son patient. Sa dernière chance, s'il veut un jour réintégrer la société, son ultime carte, et il n'a pas le droit de se faire renvoyer cette fois, c'est aller à l'Institut Unger, un endroit très proche de Crystal Lake, et donc du mythe de Jason Voorhees. Elle veut combattre le feu par le feu s'il veut guérir une bonne fois pour toutes, il va devoir affronter le traumatisme, même s'il est absolument terrifié contre l'idée. One last idea. You're not gonna like it, but just listen to me, okay? I'm going to admit you to the Unger Institute. Unger? But I thought the whole point was to get me away from Crystal Lake. It's an extreme direction, but it's the best way to prove to yourself, once and for all, that Jason Voorhees is dead and can't hurt anyone ever again. No, I can't go back there. You don't have a choice anymore, Tommy. And listen to me. You can't get thrown out this time. Do you understand? This is my last option because no one else will take you. If you blow this, the state will take over and stick you in a padded cell for the rest of your life. I'm not going to let that happen on my watch. Et voilà, nous y sommes. Nous atteignons le stade de la vie de Tommy où les événements du 5e film Vendredi 13, partie 5, A New Beginning, vont commencer. Mais ça sera dans la partie 2 pour une prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et évitez de traîner près d'un lac la nuit, le vendredi. Et à bientôt.